Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Une fois de plus, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019, une année qui sera, je l'espère pour vous, sous le signe de la prospérité, de la bonne santé, de la joie, de la bonne humeur et également du sport. Mais avant de démarrer cette nouvelle année 2019, ce que je vous propose, c'est de faire un point, comme la semaine dernière, sur l'année 2018 et faire un bilan de ce qui s'est passé en sport et plus particulièrement en sport masculin. Bilan 2018 sport masculin, c'est maintenant. Pour démarrer une nouvelle année, il me fallait mes vieux compères, mes vieux camarades qui m'ont suivi tout au long de cette année 2018. J'ai nommé Abdellah Boulma. Bonjour Abdellah. Bonjour Laurent. Meilleurs vœux. Mes meilleurs vœux. Bonne année Laurent. Bonne année Abdellah. Et bien sûr Abdelmalik Oudivé. Bonjour Abdelmalik. Quel plaisir. Bonjour à tous. Mes meilleurs vœux à vous, à toute l'équipe, à tous ceux qui nous suivent, particulièrement de l'Afrique et bien sûr de mon cher Niger. Abdellah, une spéciale dédicace? Une spéciale dédicace pour tout le monde, pour toute l'Afrique. L'Afrique maghrébine, la France aussi, parce que voilà, on est diffusé en France. Et à vous Laurent, surtout. Bon voilà, les Salam Alek, c'est terminé. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors messieurs, on va faire un bilan des sports de l'année 2018. On ne peut pas traiter tous les sports, donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une première partie, on va parler d'athlétisme, avec en deuxième partie de la première partie de basket, et on fera une grosse partie en seconde partie d'émission de football. Alors, parlons d'athlétisme. On va d'abord parler, si vous le voulez bien, parce que cette année, en termes d'athlétisme, il n'y a pas eu de championnat d'Europe, enfin, il n'y a pas eu de gros événements comme des Olympiades, des Coupes du Monde ou ce genre de choses. Il y a eu, en revanche, les championnats d'athlétisme africains à Sabah, on en a déjà parlé sur l'émission, qui malheureusement, plusieurs mois après, même une année après, on se souvient surtout du fiasco de l'organisation. 6 mois, 7 mois après, qu'est-ce qu'on peut sortir de ce qui s'est passé à Sabah? Quelle était l'erreur majeure, selon vous, Abdelmalik? La grosse erreur, déjà, on en a parlé partout, c'est surtout d'un point de vue organisationnel. Malheureusement, le premier facteur a été dès l'arrivée des athlètes. On a vu à Sabah au Nigeria comment des athlètes de haut niveau ont passé des nuits dans les aéroports parce que pour joindre Lagos ou Abuja à Sabah, c'était assez compliqué. C'est déjà ça, avant de parler du sportif, il y a déjà ce côté organisationnel qui avait péché et qui ne garantissait pas la beauté de ce spectacle tant annoncé de l'athlétisme continental. Forcément, ça a eu des impacts sur les performances, sur le moral des sportifs. On avait reçu Lamia Kabzé, qui est une sportive marocaine, qui nous avait dit, mais on était pris au piège quasiment. Mais évidemment, on l'a vu à travers les réseaux sociaux, ouais, qui rapportaient à la minute, en direct, en live, ce qui se passait dans les aéroports. Des problèmes de visa, des problèmes organisationnels. Des problèmes même de se déplacer. Des problèmes de déplacement. On part de Lagos pour rejoindre Sabah. Une compagnie aérienne qui avait été dépêchée, et ça il faudra quand même en parler, vous l'aviez évoqué ici même, donc un seul pays auquel on fournit l'organisation d'un tel événement, on a l'impression que c'est pas envisageable. Mais est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de pays justement? Non, je crois que le Nigeria, quoi qu'on dise, était un grand pays d'athlétisme. Les pays anglophones en général, la preuve avec les résultats sportifs, c'est peut-être le choix de la ville qui posait une question. Connaissant un peu la géographie du Nigeria, vous avez de très grandes villes avec de très grandes infrastructures. Personnellement, je n'ai jamais été à Sabah. Je ne connais pas, j'ai vu à travers ces championnats d'Afrique à quoi ressemblent un peu les infrastructures. On a un peu l'idée que le Nigeria avait voulu profiter de ces championnats-là pour investir dans le développement sportif au niveau de cette ville. Mais malheureusement, ça n'a pas été un franc succès. Mais comment mobiliser, si je puis me permettre, 400, il y avait 400 athlètes, il me semble. 400 athlètes. C'est peanuts par rapport à ce qui pourrait se passer ailleurs sur 5 jours. Et sur ces 400 athlètes, 5 jours, on n'a pas eu la possibilité d'organiser
de manière positive ces championnats. Mais c'est un flop total. D'ailleurs, la ministre des Sports, il me semble, du Nigeria, c'était fendu d'excuses auprès de. Mais alors elle s'est peut-être fendue d'excuses, mais le président de la fédération d'athlétisme africain a dit le colonel, j'ai oublié son nom, un colonel camerounais, déjà colonel, fédération de la c'est toujours la même chose, la frontière poreuse entre le politique et il avait dit nous sommes un jeune continent en plein développement, il faut accepter qu'on fasse des erreurs, merci, circuler, il n'y a rien à voir. Surtout qu'en plus ils avaient envoyé une délégation un mois avant vérifier toutes ces infrastructures et ils avaient dit parfait, tout va bien. Et justement, c'est plus ça la difficulté, c'est plus ça qui me chagrine personnellement parce qu'étant africain, à dire que dès que ça va mal, que c'est presque normal parce que c'est africain. Il faut arrêter à un moment donné de parler de ça. Il y a 2 ans auparavant, c'était en Afrique du Sud, à Durban, ça a été un franc succès. L'année prochaine, en 2020, ce sera en Algérie. Avec les infrastructures dont dispose l'Algérie, ça présage que ça soit un beau spectacle. Donc il faut arrêter de dire que c'est parce qu'en Afrique, que c'est normal que ça se passe mal. Mais on a l'impression qu'on se voile systématiquement à la face derrière ce côté. On est sur le continent africain, on a toujours des problèmes d'infrastructure, etc. Et on ne peut pas considérer que ce soit uniquement lié à l'athlétisme, on en parlera en deuxième partie, mais quelque part ça me fait penser à la CAN. Ça fait penser au football, ça fait penser à l'athlétisme, ça fait penser au basket, on répète systématiquement, inlassablement les mêmes mots. Et malgré ces difficultés, vous vous rendez compte que, pur hasard ou raison de préparation, les athlètes anglophones, les pays anglophones sont nettement en avance. Par exemple, si vous prenez l'année dernière, donc à Asaba, justement en 2018, vous voyez les résultats, la nette domination des nations anglophones sur les nations francophones. Au classement des médailles, l'Afrique francophone se contente de quelques places d'espoir. Il faut saluer le palmarès, le parcours des athlètes du Maghreb. Mais en Afrique noire, vous avez peut-être la Côte d'Ivoire avec Arthur Cissé et peut-être le Burkina Faso. Mais le problème justement lié directement à ce genre de situation et à des organisations comme ça, c'est que les athlètes qui ont potentiellement la capacité de performer, de gagner des médailles pour leur pays, on se retrouve face au problème de la naturalisation. Et ils vont changer de pays pour avoir des meilleures conditions. Ils partent au Qatar, ils partent à Dubaï, on le voit. Il y a une tonne de sportifs qui préfèrent, sur un plan en plus d'éducation, ils savent qu'en partant dans un certain pays, ils vont pouvoir apprendre éventuellement un autre métier. La conséquence directe de ce problème d'infrastructure, d'organisation un peu faite à la va-vite, voire pas faite du tout, c'est que c'est la fuite en avant des sportifs à potentiel et surtout que ceux qui sont confirmés n'ont pas envie d'aller participer à ce genre de jeu, n'ont pas envie donc d'attirer des sponsors, du public. C'est le serpent c'est un cercle infernal. Oui, évidemment, c'est un cercle infernal. Il faut se mettre à la place de ces sportifs de haut niveau qui n'ont pas la possibilité d'exercer leur métier sur place, qui n'ont pas les infrastructures adéquates pour pouvoir développer ce sport sur place. Donc, la solution, c'est de s'en aller. C'est de s'en aller. Et il n'y a pas seulement, il y a quelques pays dans le monde qui naturalisent des Africains. Il y a le cas de l'Indonésie par exemple, il y a le cas du Qatar aussi, il y a le cas de la France pour d'autres sports en l'occurrence. Après, il faut se mettre encore une fois à la place de ces sportifs de haut niveau. On les condamne pas du tout. Voilà, faut pas les condamner, il faut se mettre à leur place et se dire non, ils n'ont pas la possibilité d'exercer leur métier comme il le faut sur place dans les meilleures conditions, donc ils s'en vont. Alors, naturellement. Là, on va parler, donc on a fait le point sur Asaba. Malik, je vous coupe 2 secondes. Là, maintenant, on va parler d'un autre athlète qui n'a pas de problème pour pratiquer son activité et son métier. On va parler d'Usain Bolt. Alors, c'était pas en 2018, puisque cette année, comme on l'a dit, il ne s'est pas passé de gros événements. C'était en 2017. On va revenir sur la fin de carrière d'Usain Bolt 2017, battu lors des championnats du monde, arrivé 3e derrière Coleman et derrière Justin Gatlin. Au-delà du fait que Bolt arrête, on se rend compte que depuis que Bolt est plus là, on a presque l'impression qu'on ne parle plus d'athlétisme, que c'est fini. Il n'y a plus l'athlète, il n'y a plus... Est-ce que ce sportif, cet immense champion a vampirisé son sport comme l'avait fait Carl Lewis 15 ans plus tôt, voire même... Alors, Carl Lewis, c'est 84-96, 9 médailles d'or olympiques, mais lui en plus, il était sur du sprint et de la longueur, 8 médailles d'or au championnat du monde. Bolt, c'est 2008-2017, 8 médailles d'or olympiques, 11 championnats du monde, 7 records du monde, dont 3 encore qui perdurent. Ouais. Est-ce que
le problème de ces sportifs-là, c'est qu'ils sont tellement au-dessus, tellement charismatiques, tellement puissants que quand ils disparaissent, Ils font partir tout avec eux. ouais. Déjà, je vois mal Bolt dormir dans un aéroport à l'occasion de quelques championnats que ce soit. Donc, c'est un peu pour faire un bac vers le passé. Non, je crois qu'on a parlé de Carl Lewis et de Usain Bolt, deux icônes qui ont marqué leur temps, qui ont marqué l'athlétisme mondial. Entre les deux Mais de la même façon il y a eu qu'on a d'autres attendu. Il y a eu d'autres champions. Il y a entre eu les deux, d'autres, malgré mais tout. eux, malgré tout ce qu'on peut dire, déjà l'avantage que Carl Lewis a, c'est cette polyvalence d'être sur le 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et sur le saut à longueur. Bolt, lui, n'était que sur les disciplines, que sur les épreuves de sprint. 100 mètres et 200 mètres, il a fait le relais aussi. Mais comme pour dire, c'est vraiment des icônes, c'est des gens qui ont marqué l'athlétisme mondial. De la même façon qu'on a entendu entre Carl Lewis et Usain Bolt, il y a eu des grands champions. Alors, il y a eu eux, Michael Johnson qui a fait Michael 4 Jackson, champions milieu du des années monde. 2000. Ouais. Mais Michael Johnson, le problème, c'est qu'il lui manque le charisme. Il lui manque le côté. Ah non, il avait comme non. Ça Michael n'a Jackson, rien à il manque voir rien. avec Mais bien Carl sûr, ça n'a Lewis rien et à voir avec. Bolt, Abdallah. Évidemment que ça n'a rien à voir avec Carl Lewis. Et en plus, bon, on va évoquer les problèmes de dopage parce que ça vampirise un petit peu ce qui se passe Ouais. autour de l'athlétisme aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, il y a Sébastien Coe, l'organisateur des JO de 2012 à Londres. Exactement. L'a répété, on a des problèmes de dopage, on a des problèmes de lisibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'athlétisme, on ne sait plus trop ce qui se passe. Il y a effectivement les championnats du monde, il y a les Jeux Olympiques. Quoi qu'en 89, Mais- et il y a Carl aussi- Lewis était dopé. Mais aujourd'hui, ouais, on peut demandez, l'imaginer, mais ouais. aujourd'hui, Mais- sortez dans la rue, si je puis me permettre, et je terminerai avec ça, demandez dans la rue et demandez à n'importe quelle personne, parlez-moi de l'athlétisme. Il y a la Diamond League aujourd'hui, ça fait 8 ans, une dizaine d'années qu'elle est en place. C'est illisible. On ne sait plus qui fait quoi, on ne sait plus. Et les sportifs ne sont pas obligés d'y participer. Et les championnats du monde et les Jeux Olympiques qui sont qui sont tout en haut. Usain Bolt, effectivement, c'est la tête de gondole. Voilà, c'était pas le politiquement correct. Il avait pas le langue de bois. C'était l'emblème, c'était le porte-drapeau, sachant que la discipline reine. C'est le 100 mètres. Non, mais c'est ça, mais en dehors de la personne, en en plus, dehors au de la niveau personne. des- Et donc là, on le des perd. Ça performances. termine en autre boudin. 4 fois 100 mètres et se blesse. Et Justin Gatlin. Contre lui, Deux quoi, c'est ça qui est terrible. Est-ce que vous vous souvenez de cette image? Et ensuite, je laisse parler Abdelmalik parce que je parle beaucoup trop. Est-ce que vous voulez de cette. Alors, en fait, il démarre l'année 2019 Voilà, comme il a fini 2019, 2018. Voilà, Ouais, et je mais- termine avec ça. on Et je prend les vous mêmes promets heures, que je vous laisse la parole. Vous vous souvenez de cette scène surréaliste Gatlin, de Gatlin sifflé et qui vient, qui termine fait allégeance et qui à- fait allégeance à Bolt sous les huées du stade. Mais Alors, il faut c'est- savoir c'est- aussi c'est que Gatlin, pitoyable. alors pas lui directement, mais ses entraîneurs sont encore impliqués dans une histoire de dopage parce qu'ils ont été piégés par des journalistes anglais. Et Exactement. ils leur ont dit qu'il était facile pour eux, enfin vous lirez l'article, mais c'est encore pas net. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça dans la tragédie, c'est que ce champion que tout le monde adore, Usain Bolt, battu par celui que tout le monde déteste? Déjà, il faut dire, Pour le coup, adepte de la- l'athlétisme, amateur ou pas, à un moment donné, tout le monde a connu Bolt comme un grand champion. Et l'avantage que Bolt a eu, de la même façon que le foot, l'athlétisme comme les autres sports ont connu ce boom médiatique, ce boom qui est devenu cet espace de business. Et Bolt portait bien cela, que ça soit, c'est un bon produit marketing, il vend bien dans ses pubs, Évidemment. il est beaucoup en contact avec assez de stars dans le monde et son équipementier qui le prend comme une tête d'affiche véritable. Donc du coup, qu'on le veuille ou pas, quelque part, Bolt a contribué à cette expansion, à cette très grande expansion de l'athlétisme à l'heure actuelle. Les gens se déplacent au stade pour voir Bolt. Ah oui. Aujourd'hui encore, Ouais. on se déplace au stade Et pour aller parce voir qu'il a qui repris maintenant le football. Parce que, voilà, Justement. pour voir qui aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus de tête de gondole. Alors, C'est vrai qu'il y a plus de tête de citez-moi gondole. une star actuellement dans sa discipline. Qu'on a envie de voir, Oui. il va falloir patienter. En 2019, je ne sais pas, mais peut-être il va falloir patienter. Mais je pense que les gens, Mais sans même chez les chercher femmes, la alors stat- chez les femmes, il y a Alison Felix, Oui. qui est encore en activité et qui, elle, représente 4 médailles d'or olympiques au 100 mètres, 400 mètres et en 200 mètres, et qui continue à... Mais sinon, qui y a dans les sprints, en longueur, en hauteur,
en Non, poids, mais- C'est vrai que les records qui ont été battus au milieu des années 90, voilà, début des années 2000, etc., sont difficiles à récupérer. Bon, on sait encore une fois, je reviens là-dessus, vous allez penser que je radote. Il y a Vous partez effectivement sur ces un état problèmes. d'esprit, bonne conscience et Non, c'est bonne moralisateur sur conscience. 2019, Non, c'est-à-dire que vous êtes le exactement. redresseur de temps. Mais n'oubliez on- pas une chose, Positiviste. si je peux éventuellement vous faire un tout petit rappel, c'est Pas trop long. que, c'est que la fédération russe, les athlètes russes avaient été... Ils sont toujours, hein. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut agir de manière beaucoup plus drastique. C'est-à-dire qu'un dopé, on le retire à vie. On le retire à vie. Oui, mais alors là, on va Et pas, je on va pense pas rentrer que dans là- la polémique. Mais Et non, mais d'ailleurs, ça, je c'est pense un- que ça, ça c'est va être un thème important. d'un de nos prochains. Non, mais ça, c'est Sport Palab. important, Laurent, Oui, parce mais que à ça... quel niveau? Je parlais de ça il n'y a pas très longtemps avec un de mes invités, je ne citerai pas lequel, et qui m'a dit ok, le dopage, mais à partir si tu prends de l'aspirine ou si tu prends. Est-ce que tu considères que tu es dopé? Si tu prends des vitamines, est-ce que tu es dopé? Oui, Ah bah, oui. Où on met le curseur du dopage? Comment on peut juger qu'une telle personne. Bah, il y a quand même des substances illicites qui sont oui, prises, mais elles sont voilà, illicites comme dans le dans certains cyclisme. pays, elles ne le sont pas dans Dans d'autres. d'autres. Bah, C'est- faut harmoniser la chose, bah, Ouais. faut l'harmoniser et on sait pertinemment comment ça se passe. Et il y a toujours un temps d'avance, voilà, il y a toujours un temps d'avance des produits Des dopants ou tricheurs, des ouais. gens exactement On le sait bien. sur la médecine ou sur. Bon, donc vous le saurez, 2019, c'est synonyme de Super Abdallah qui Là, va je vous redresser l'annonce. les torts du sport. Messieurs, un point. Alors, il ne reste donc pas trop de temps, mais on commencera peut-être, on va finir la première partie sur ça et on démarrera la seconde aussi sur ça. Basket. Je voulais qu'on parle de basket. Alors, effectivement, le basket est vampirisé par la NBA, on le sait, pour tous les amateurs de sport et qui aiment le basket. Il y a le championnat français, quelques championnats en Europe, mais surtout, ce qui attire le plus grand nombre, c'est la NBA aux États-Unis. Il se trouve qu'il y a de plus en plus de joueurs africains qui jouent en NBA. Et il se trouve que depuis mi-décembre, il y a la première académie à Saly, au Sénégal, qui vient d'ouvrir une première académie NBA, qui recrute ces nouveaux joueurs, qui sont en train de former les futures stars, qui ont mis des vrais moyens pour préparer des vrais centres d'entraînement, pour accueillir de la meilleure des façons les futurs athlètes. Ce que je vous propose, c'est qu'on en parle dans la deuxième partie. Sport Palab, deuxième partie, bilan sport homme masculin, donc 2018. On recommence. Alors, j'ai coupé l'herbe sous le pied d'Abdallah en première partie. Comme d'habitude, vous l'avez fait toute l'année. Vous l'avez fait toute l'année, Laurent. C'est inadmissible. Ça ne change Il pas. va falloir prendre des résolutions. Abdallah a changé, Elle pourrait être Exactement. fatidique, les résolutions. Donc, Abdallah, on disait qu'on a terminé la première partie sur l'installation de la NBA. Véritablement, alors ils avaient commencé avec la Youth Academy en Afrique du Sud en Exactement. 2010, où ils sont allés un peu tâter le terrain, voir ce que ça pouvait donner. Je veux juste, pour vous donner une petite précision, sachez que des académies comme ça NBA, il y en a pas qu'en Afrique, il y en a également, alors j'ai noté ça où? En Chine, Il y en a également, voilà, 3 en Chine, une Ouais. en Australie, une au Mexique et une en Inde. exactement. On a déjà eu des palabres concernant la NBA en Afrique, notamment un où on se posait les questions pour y faire quoi. Là, on a l'impression que véritablement, ils veulent sortir des talents. Mais est-ce qu'on n'est pas encore sur un pillage annoncé? Évidemment que, le pillage, déjà, faut Est-ce que malheureusement, même s'ils le font avec la meilleure volonté, avec les meilleures intentions, on est obligé de penser à ça? Bah, faut C'est bien terrible pour eux. Il hein. faut bien commencer quelque part, Laurent. Il faut bien commencer quelque part. Je veux dire, oui, on peut effectivement parler de pillage, mais je veux dire, faut quand même rendre hommage voilà, aux gens qui ont mis en place voilà, cette académie qui se trouve aujourd'hui Saly, à Saly, Oui. au Sénégal. Une espèce de complexe, encore une fois, on en parlait à l'instant. Avec une vraie, véritable voilà, infrastructure. Il y a eu des des vrais moyens qui ont infrastructures qui été... étaient déjà en place pour le football avec l'académie Diambars, qui est très connue, qui avait été créée, il me semble, par Bernard Lama et Vieira, et qui a sorti de grands talents. C'est une académie avec avec un parquet, des vraies infrastructures capables d'attirer les jeunes aux alentours. Il me semble qu'il y a 24 places dans cette académie. Voilà, ce qui est
c'est pour 24 jeunes, ce qui est très peu au demeurant, mais il faut quand même leur rendre hommage. 19 joueurs ont été C'est recrutés 19 pour joueurs, l'instant. Ouais. il me semble, ouais, 19 19 joueurs. joueurs, dont 8 dans 8 pays africains, Sénégal, Nigeria, Mali, Cameroun, RDC, Soudan, République centrafricaine et Rwanda. D'autant plus qu'ils la NBA ne peuvent pas s'installer dans n'importe quel pays en Afrique. Quels sont aujourd'hui les pays capables, c'est comme dans le football, quels sont aujourd'hui les pays capables de s'inscrire sur la durée en Afrique et dans certains pays africains. Le Sénégal, ils y sont pas allés par hasard parce qu'il y a une vraie stabilité là-bas. Je pense que, je parle sous le contrôle de Mali qui le sait mieux que moi. C'est comme le football. Justement, puisqu'il le sait mieux que vous, on va lui poser la question. Ah bah merci. Non. Abdel Malik. Non, et en Afrique du Sud aussi. Mais l'Afrique du Sud, c'est pas pareil, vous le savez très bien. Ouais, c'est vrai. Abdelmalik, qu'est-ce que vous en pensez? L'Afrique du Sud, justement, vous avez parlé de Diambar tout à l'heure. J'avais parlé avec un responsable de Diambar, justement, Adjovi Jean-Marc Boko, qui est responsable de Diambar, justement, et il m'avait parlé de l'Afrique du Sud, justement, à un moment donné, qu'ils avaient essayé de tâter le terrain en Afrique du Sud également, mais la difficulté s'était posée tout de suite au niveau de l'identité de la reconnaissance. Par exemple, rien que le premier mot Diambar, qui veut dire en Wolof au Sénégal, guerrier, n'aura pas le même impact si on le transpose en Afrique du Sud. Diambar, ça ne parle à personne. C'est un peu la même chose avec ce qu'a tenté la NBA en Afrique du Sud. Je ne sais pas, ça a été un échec ou un succès, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça a permis de s'orienter vers une Afrique un peu plus vers le centre, avec le Sénégal qui est en Afrique de l'Ouest, mais qui est un épicentre du basketball. Le problème de langue, d'ailleurs, là, l'académie dont on parle a eu ce problème. C'est pour ça qu'ils font des cours en anglais, en français. Ils savent qu'ils sont sur deux langues, ils sont obligés de jouer sur les deux et ils en ont totalement conscience. C'est quelque chose qui a été intégré. Et ce qui est important avec ce genre d'académie, c'est vrai qu'on forme des sportifs, des basketteurs de haut niveau, mais c'est surtout le fait de former des hommes. En Afrique, on a connu beaucoup de talents individuellement. On a parlé quelque part de naturalisation en athlétisme, mais c'est plutôt là où c'est cuisant, c'est plutôt là où ça me chagrine personnellement, c'est au niveau du basketball. Si vous regardez la NBA et les autres championnats, notamment en Europe, vous avez beaucoup de joueurs africains, mais qui sont naturalisés parce que justement, il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas les sélections africaines. Non mais ça, on ne le découvre pas, Abdelmalik. On le sait depuis longtemps sur tous les sports. On en parlait sur l'athlétisme tout à l'heure, on peut le traiter sur tous les sports, c'est toujours le même problème. Mais là où ça fait le plus mal, moi personnellement, c'est au niveau du basketball. On a regardé les championnats d'Afrique de basketball en Tunisie et au Sénégal il y a 2 ans, maintenant. Vous n'avez pas cette sélection africaine qui est capable d'émerger. Sachant qu'en plus, tous les joueurs américains sont tous afro-américains. Afro-américains. Oui. Dès que vous pas un problème physique. Dès que vous suivez un joueur, tout de suite vous vous rendez compte que oui, il est africain, mais il joue avec telle sélection. À l'heure actuelle, l'un des basketteurs que j'admire le plus, c'est l'hispano-congolais, Serge Ibaka, qui fait des merveilles à Toronto. Mais il est congolais. Qui a été naturalisé, qui a été trouvé par l'Académie espagnole. Exactement. Et avec l'Espagne, il a eu un beau palmarès. En 2011, il a été au championnat d'Europe ou championnat du monde, je ne me rappelle pas. Et en 2012, vice-champion olympique avec l'équipe d'Espagne. Il a dû s'exiler en Espagne d'ailleurs, parce qu'il avait commencé en France. Donc on ne lui a pas forcément donné sa chance. C'est bien que vous parliez de la France, je veux juste vous citer le président de la Fédération française de basketball, qui s'appelle Pierre Suita, qui dit « C'est un continent qui est pillé de temps en temps de façon scandaleuse. » Président, donc les jeunes joueurs ne sont pas licenciés, ne sont donc pas protégés et à terme ils ne représentent plus leur pays. Je souhaite au contraire que les joueurs évoluent pour leur pays. Donc, mais là, on parle d'un président de fédération qui pèse 28 millions face à la NBA qui pèse 6 milliards. Donc on peut considérer qu'éventuellement il a un peu les boules, mais bon. Quand vous disiez tout à l'heure, on fait aussi des hommes. Ça, c'est pour la plaquette. Ouais. On le sait, la NBA, ils font pas du caritatif. Ils sont là pour du business. Ils sont là pour sortir 2-3 gros champions qui vont pouvoir générer énormément d'argent. C'est pour ça, l'intention est belle, effectivement, qu'ils investissent, mais c'est du commerce, c'est plus du sport. Surtout la NBA, on sait que c'est du spectacle. Est-ce qu'il n'y a pas... La question sous-jacente que je veux vous poser, c'est pourquoi, puisqu'on sait ce qu'il faut faire, pourquoi les pays ne le font pas? Pourquoi les pays africains ne le font pas? C'est déjà difficile à situer déjà.
c'est déjà difficile à situer. Là, il n'y a pas longtemps, on avait parlé d'une polémique qui avait commencé entre la Fédération française de basketball et l'Agence française de développement qui pilote un peu cette, là, ils travaillent de concert pour le développement, avec NBA Africa. NBA, ce sont les États-Unis, alors qu'en France, la Fédération française veut aussi s'investir dans le développement. Mais il n'y a pas match, il n'y a pas photo entre la NBA et le champinnat français. Il n'y a pas photo. Non, mais il y a pas photo avec personne à NBA, ouais. Et du coup, ça fait que cette image de la NBA, tout de suite en Afrique, ça accroche tout le monde. Même ceux qui ne sont pas forcément basketball, quand on dit NBA, ça parle. Bah évidemment que ça parle à tout le monde, d'autant plus qu'il y a une stat assez surprenante, c'est qu'on parle quand même du continent africain et qu'il y a seulement 13 athlètes africains qui sont en NBA. Comparé à l'Europe où il y en a une soixantaine, à peu près 63 il me semble. C'est beaucoup plus que ce qu'il y a eu depuis le début où ils font c'est 80 beaucoup plus, depuis le départ. Exactement, c'est beaucoup plus, mais il faut quand même le dire, mais on est encore très loin du compte alors qu'il y a un vivier, là-bas énormissime et c'est la raison pour laquelle effectivement la NBA ne va pas là-bas par hasard et notamment en Afrique du Sud où il y a des NBA Sport Games il me semble. Voilà. Et il y a aussi un championnat junior qui a été lancé. Ouais, la Youth Academy, il y a ils ont commencé au début avec ça, ouais. Donc ça fait une dizaine d'années que ça dure. Faut pas non plus minimiser la chose. Ça va venir petit à petit. Et encore une fois, si ce n'est pas l'Afrique du Sud, c'est le Sénégal. Tout à l'heure, on avait évoqué, tu as évoqué des choses par rapport à la linguistique. Ça, je n'en sais rien du tout, mais je pense que ça va aller en. Bon, moi, ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on regarde et on suit ça un peu de plus près pour voir ce qu'il en est. Cette académie n'a ouvert que mi-décembre. Ça fait à peine un mois, donc on va voir ce qu'il en est. Maintenant, on va parler d'un sport que vous connaissez, qui démarre, qui débute un petit peu, le football. Alors, parlons de football. Je connais pas, tu connais ça me dit rien. Oui, vous allez voir, c'est intéressant. J'aime le hockey. 2018, donc bon, 2018, foot, Coupe du Monde. Alors, revenons un petit peu sur cette Coupe du Monde. On va revenir sur 2 points concernant la Coupe du Monde. Honneur aux champions. Honneur à VG Dream. Pardon. Cette polémique sur les footeurs français qui en fait sont africains. C'est une Coupe du Monde que les Africains. À quoi ça a servi? Il n'est pas clos. Malik, à quoi ça a servi 6 mois après? Qu'est-ce qu'on en retient? Est-ce que c'était encore une fois de plus essayer de ternir une image toujours autour du foot, je m'appelle pas trop d'argent. Ouais, je vous le garde pour après. Je m'appelle pas Abdelmalik parce que vous regardez Abdelmalik. Des enfants gâtés, des enfants pourris, machin, une petite jalousie, c'est ça en fait qu'on peut retenir ça à votre avis ou c'est autre chose? C'est plus déjà 2018 en termes de football a été une belle année. Une année de Coupe du Monde déjà, c'est une très belle année. Il se trouve que c'est une compétition qui s'est très bien passée. Félicitations à la France, championne du monde, 2e étoile. Félicitations Luka Modric, meilleur joueur de la compétition. Ensuite, qui a eu le Ballon d'Or il y a 2 mois, donc en 2018. En termes de football, quoi qu'on dise, on a parlé du business, de la flambée, de tout ce qui est marketing. Et le football a été le précurseur dans ce domaine-là. Et comme j'aime bien m'amuser à le faire, dans le football, pour la réussite d'un footballeur, il y a 6 aspects, 6 facteurs. Et donc, si ces 6 facteurs sont mis ensemble, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, comme c'est vous, je vous laisse les citer. Si ça avait été Abdellah, je n'aurais pas laissé citer. Ouais, parce que là, je vais parler sur 6 facteurs. Alors, je vais lui dire, Abdelmalik, ne me laissez la parole. Là, c'est fini. Là, il m'a coupé la chic. Le monopole. Alors, premièrement, il y a le sportif lui-même, le joueur. Ensuite, son encadrement, ses dirigeants, son environnement, là où il évolue, sa famille. Troisièmement, vous avez les médias. Quatrièmement, vous avez les médias qui, quel que soit ton talent, le joueur, il a le savoir-faire, mais les médias, ils ont le faire savoir. Vous avez en 5e position les dirigeants, les instances qui organisent et qui font la régulation. Et vous avez le 6e aspect qui est à l'heure actuelle le plus important, c'est l'aspect du marketing. D'accord. Mais donc, je repose ma question. Abdellah, je sais que vous allez me répondre. Est-ce que cette polémique autour de ces joueurs français qui n'étaient pas français mais africains, quand on a fait la liste de tous les joueurs avec leur pays, leur drapeau à côté en disant lui Ghana, Sénégal, Cameroun, c'est Benjamin Mendy qui avait mis que des drapeaux français. Ouais, mais Laurent, mais pourquoi cette polémique? Parce qu'à un moment ça a terni la joie. Mais ça, c'est forcément des polémiques. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un fond de jalousie? Ça fait voilà. Est-ce que c'est bien de cracher sur le foot? Mais ça fait parler. Non, mais allez, on va mettre les pieds dans le plat.
dans le plat, ça fait parler la fachosphère. Pourquoi? Parce que Il n'y a pas que qui en ont parlé. non, mais il n'y a pas que qui en ont parlé, mais je veux dire, on a un véritable problème vis-à-vis des binationaux, vis-à-vis des gens de couleur ou des gens qui sont issus, qui sont d'origine. Voilà, mais ces gens-là pensent qu'ils sont binationaux. Enfin, t'en as certains qui sont binationaux, mais c'est des gens de couleur. Moi, je retiendrai simplement le discours de Mama, qui en a parlé, qui a mis en avant et qui a mis en exergue cette équipe de France. Oui, parce que ça avait la colorée, polémique qui était allée jusqu'aux États-Unis. L'animateur sud-africain. C'est même allé en Amérique latine, etc. Où cette équipe multicolore, cette équipe française multicolore, ça a fait le tour du monde. Non, un champion qui dérange. C'est un champion, bien évidemment, qui dérange. Parce que on récupère la chose. C'est comme en Amérique latine, il me semble que c'est le président vénézuélien qui avait dit oui, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Oui, non, c'est la France qui gagne. Ce sont des Français d'origine. Et ça, faut le mettre en avant. Ce sont des Français qui ont gagné. Et dernière chose, par rapport à la France championne du monde de 98, black, blanc, beurre, qui s'est écroulée 3 ans après, en 2001, avec ce qui s'est passé au Stade de France entre la France et l'Algérie. Là, on est parti. C'était pas de la faute de l'équipe de France. C'était pas de la faute de l'équipe de France, mais on avait. L'envahissement du terrain par le public algérien. Voilà, exactement. Avec tout ce qui s'est passé, ça s'est cassé la gueule, etc. Derrière, la France, black, blanc, beurre, c'était plus ça. Là, on est parti sur autre chose. Et là, les communicants de l'équipe de France l'ont compris. On est français avant tout. On est français. Alors. Maintenant, revenons sur la Coupe du Monde à proprement dit. Est-ce que vous trouvez que ça a été une belle Coupe du Monde en termes de feu? Est-ce qu'on a apporté du foot? Est-ce que le foot qui a gagné? Le jeu en lui-même, est-ce qu'il y a gagné? On ne peut pas dire que le jeu a gagné si la France a gagné déjà. Non, bien sûr. Non, mais il n'a pas tort. J'aime bien. J'ai été très content de. Mais tu as le droit de dire que c'était pas bon. Hein. Mais si parlant de véritable football, le football qui se joue sur le terrain à 11, ce n'est pas la meilleure équipe sur cet aspect-là qui a gagné. La France a gagné parce que j'ai été fan de la Belgique. Le jeu proposé par la Belgique, le jeu a mis tout le monde. Et il y a beaucoup de pays qui ont développé du très beaux jeux. Mais aucune stratégie n'est parfaite. La seule stratégie parfaite, c'est celle qui te permet de gagner. Et sur cet aspect-là, félicitations à la France. Et félicitations à Didier Deschamps qui l'a très bien compris. La culture de la gagne, il l'a apprise en Italie, il l'a apprise en Espagne, il l'a importée en équipe de France, il l'a inculqué à ses ouailles, résultat des courses. Et d'ailleurs, il y a pas mal de techniciens, à l'instar de Guardiola, qui ont félicité l'équipe de France. On vient pour gagner. Le beau jeu, on met ça de côté. On verra ça plus tard. C'est le plus important. C'est le plus important. On retient quoi? Le gagnant. Là, juste une dernière question. J'aimerais que vous me répondiez rapidement, avant qu'on attaque le niveau des équipes africaines. Si on voit le Brésil jouer comme l'équipe de France. Non, c'est pas dans l'ADN du Brésil. Le Brésil européen, ça a toujours été le Français. Les Français sont connus pour un certain style de jeu, avec des grands artistes et tout ça. Si le Brésil avait joué et avait gagné la Coupe du Monde, j'en avais vu Neymar défendre, jouer en 6, se mettre des taquets, ne être que dans la contre-attaque et tout ça, est-ce qu'on aurait dit pareil? On n'aurait pas crié au scandale ou on aurait dit le plus important c'est qu'il gagne? Non, évidemment. Je compare pas la France au Brésil. Quoique, pourquoi non, mais le Brésil n'a pas tout le temps joué comme. C'est pas le Brésil des années 70. Enfin, il y a eu des Brésils 90, le Brésil de Dunga, etc., qui avait un jeu qui était vraiment. Il est pas resté longtemps, qui avait des jeux qui étaient vraiment. C'était pas très joli, à voir. Ça lui a été reproché du coup. Ça lui a été reproché parce que dans l'ADN du Brésil, c'est dédoublement de passes, etc. Que le Brésil joue comme ça. Exactement. Très bien. Il y a 2-3 éditions, 2018, 2014, 2010. En 2010, si vous voulez, en Afrique du Sud, la meilleure équipe a gagné. C'était l'Espagne, avec le beau jeu sur le terrain. Elle était vraiment... Alors, justement... Oui, des beaux jeux, mais pourquoi? Voilà. Justement, mais c'est la question qu'il faut poser. Pour que l'Espagne en arrive là, champion du monde, il faut aller en 98, 2010, je ne suis pas très fort en maths, ça fait 12 ans je crois. Après l'échec de l'Espagne en 98 en France, c'est là que les écoles se sont initiées à cette pratique un peu du tiki-taka. Ouais. On est allé jusqu'à la base. Mais après l'échec de 2010 en France, pour les Français, national et voilà. Là, je parlais d'un style de jeu. Après, comme j'ai dit, la meilleure stratégie, c'est celle qui te permet de gagner. L'Allemagne n'est pas forcément joueuse sur le terrain, mais c'est l'esprit de la gagne que défend ces Allemands. Là, ils sont un peu en... Oui, bon, cette année, ça n'a pas été leur année, mais ça n'enlève en rien à ceux qui ont fait les éditions précédentes. Comme d'autres. Alors, des équipes qui n'ont pas de problème avec la gagne puisqu'ils ne gagnent pas, ce sont les 3 équipes africaines qui étaient présents. C'est la réalité. Mais comme dit Malik, ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat, c'est qu'on s'est retrouvé avec 3 équipes. Nigeria, non, pas 3 équipes, plus que ça. 5 équipes. Je pense c'est 3 équipes africaines. Le Maroc. Nigeria, Tunisie, Maroc, Égypte et Sénégal. Oui. Et pas une
qui a On a passé passé. la poule. Bah, on avait fait des émissions On dans en a lesquelles fait, on on avait en a fait, fait plein, il y on avait de avait quoi fait dire, des projets- d'ailleurs. on avait Mais fait là, des- maintenant, avec le recul, avec On est en 2019 déjà. avec le recul, Ouais. comment vous analysez ça? Pourquoi? Bah, ça a été un échec, ça a été un fiasco, manque de rigueur, manque de discipline, peut-être pas au niveau des nations, le niveau des nations qui se resserre. D'ailleurs, Abdellah, il y a eu pas mal de dégâts dans les fédérations après, suite à cette Coupe du Monde, notamment les pays du Maghreb. Évidemment qu'il y a eu pas mal de dégâts, enfin, notamment en Tunisie, où c'est le branle-bas de combat, aujourd'hui. L'Égypte, où on attendait un Salah qui a été la tête de, Mais qui ouais, a été mais la là, tête les de problèmes gondole, avec la même, il y a fédération, eu du coup, des maintenant, problèmes on sait qu'il aussi veut avec plus la jouer avec eux. fédération, etc., qui ne voulait plus jouer avec eux. Et ensuite, les problèmes se sont réglés, bien évidemment, il a réintégré la sélection. Il y a eu des pourparlers avec son avocat et la sélection, ça s'est très bien passé. Et pour les autres nations, oui, beaucoup de difficultés. Je pense qu'il faut, voilà, faut pas, c'est discipline, rigueur, faut se mettre au niveau. On a les talents. Il y a les talents en Afrique, que ce soit dans les équipes d'Afrique subsaharienne ou dans les équipes maghrébines, pour aller plus loin. Dans le passé, on nous l'a démontré, avec le Cameroun, avec l'Algérie, avec le Nigeria, avec le Ghana. Il y a beaucoup d'équipes qui ont émergé comme ça sur le continent et qui ont montré à la face du monde que le football africain regorgeait de talent et qu'ils étaient capables d'aller loin dans la compétition. Ça n'a pas été le cas pour la dernière Coupe du Monde et je suis sûr qu'avec beaucoup plus de discipline, de rigueur et d'ambition, ils peuvent aller plus Vous loin. pensez que c'est ça qui manque, c'est l'ambition On n'a pas été ambitieux dans Mais toutes les pourquoi poules. Pourquoi Dans toutes les poules. Après, moi, je ne retiens que le positif. Il y a, même dans le négatif, il y a légèrement le positif. L'échec du continent africain permettra ou a permis à beaucoup de sélections de revoir ce qui n'a pas marché. Pour le Nigeria, par exemple, ça va permettre à une jeune génération d'arriver à maturité. À des équipes comme l'Égypte, l'éclosion de Salah n'a pas été au niveau de la sélection nationale, mais ça va permettre, bien sûr, comme ils l'ont fait en 2012 avec la préparation des Jeux Olympiques, maintenant de préparer une nouvelle génération à venir. Mais en termes d'ambition, j'avais commencé par l'ambition, les sélections nationales africaines à cette Coupe du Monde, aucune n'avait véritablement cette ambition. Ça se matérialise avec le Sénégal qui avait tout pour réussir, Exactement, tout pour sortir de une très cette belle poule. équipe. Mais le match contre la Corée, je crois que je ne vais pas dire le pire match, mais c'est le match qui a scellé le sort de cette campagne africaine en général. Parce que si le Sénégal sortait le grand jeu face à cette équipe coréenne, une équipe africaine se serait au moins qualifiée. Et alors, donc là, vous parlez d'ambition, notamment en parlant du match contre la Corée. Est-ce que s'il y avait eu un grand joueur dans ces équipes, Bah, il y en avait au Sénégal, il y en avait en Égypte. Sadio Mané, mais un vrai grand joueur emblématique, une star, je pense à ce qui me vient à l'esprit, Drogba, Eto'o, Yaya Touré, qui, bon, pour le coup, Yaya Touré et Drogba en Côte d'Ivoire, ça l'a pas fait peut-être parce qu'il y avait trop de grands joueurs. Est-ce que maintenant, justement, les sélections africaines ne manquent pas de joueurs emblématiques? Qui sont les stars du foot africain actuellement? En tout cas, ils n'auront plus ils n'ont pas la uniquement connus par les spécialistes, mais pour le grand public. À l'heure actuelle, vous avez cité Drogba et Samuel Eto'o, qui sont des icônes, des véritables légendes. Et à l'heure actuelle, dans le football africain, vous n'avez pas des joueurs capables de rivaliser avec ceux-là. Ces deux aussi ont joué la Coupe du Monde avec leur sélection. Ils ne sont pas parvenus à sortir des poules. Malheureusement, que ce soit le Cameroun de Samuel Eto'o ou la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, la Coupe du Monde reste un autre niveau, véritablement supérieur. Ce n'est pas un seul joueur qui prend la balle de la défense pour aller marquer. Enfin, si, la Coupe du Monde. Un, il s'appelle Maradona. Mais il n'était pas tout seul. Maradona était bien entouré déjà. Il était bien contre entouré. l'Angleterre, il est un peu tout seul. Donc à l'heure actuelle, oui, mais il n'a pas joué 90 minutes tout seul, ce que je veux dire exactement. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas un joueur africain qui a la trempe de Drogba ou de Samuel Eto'o. Il va falloir attendre. Et dans le Maghreb? En termes de, c'est vrai que tu as raison, c'est vrai qu'on pointe du doigt un truc important et ça revient exactement à ce qu'on disait par rapport à l'athlétisme. Il manque à l'athlétisme, il manque quelqu'un de charismatique, un Drogba, un Eto'o, par exemple un Mahrez. Il y a Mahrez qui a été élu meilleur joueur de première ligue, etc. Joueur. Et qui traîne des pieds un petit peu. Bon, je vais me faire un peu d'ennemis. Qui traîne des pieds en arrivant, en arrivant en Algérie. Mais il manque de charisme. Il manque de. Alors, est-ce que c'est de la faute des fédérations qui ne savent pas accueillir ces joueurs-là, qui ne savent pas les mettre? On peut penser à la fédération égyptienne qui a fait. Alors, on va le dire connerie sur connerie concernant Salah, au point qu'il ne voulait plus jouer pour eux. Bon, est-ce que
On avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais on va en parler vite fait. Est-ce que quand on voit les organisations de la CAN, comme il y a eu en fin d'année précédente, bon, on passe. Mais ça donne pas envie. Voilà. Est-ce que les joueurs, ils ont envie de se Non, battre pour des pas pays tous. Mais non, alors, mais on en parle systématiquement ici. Ils sont dans des clubs aux infrastructures parfaites. Ils sont Des plus grands clubs. Voilà, des plus grands clubs du monde, etc. Et quand ils vont jouer en Afrique, encore une fois, j'insiste là-dessus, je radote, ils viennent pratiquement à reculons. Et si les fédérations, et c'est Ahmad Ahmad qui l'avait dit en 2018, faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau local, au niveau des présidents de fédérations africaine de chaque pays, parce que lui il ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire au niveau de la CAF. Ouais. Voilà, faut qu'au niveau de chaque fédération, voilà, que ça se structure, voilà, que chaque président de fédération africaine puisse emmener, voilà, puisse voilà, faire émerger le football local, le structurer des jeunes jusqu'au sommet. alors, Et ça c'est important pour faire émerger, pour qu'il y ait de grandes équipes qui puissent aller loin en Coupe du Monde. Abdellah, je vous promets qu'on aura le temps d'en reparler tout au long de cette année Fluc. 2019. En tout cas, mes amis, Ouais. vous avez une fois de plus réussi votre test pour cette première année, pour ce début d'année. Donc, je serai encore amené à faire appel à vos services. Vous êtes gentil. Juste avant de terminer, je voudrais juste vous poser une dernière question et essayer de répondre rapidement. Ah, c'est pas possible. Coupe du monde féminine, 3 équipes féminines africaines, Afrique du Sud, Nigeria, Cameroun. Il faut s'attendre à quoi? Un fiasco? Il faut juste attendre de voir comment ça va se passer. Je te laisse commencer. J'allais laisser commencer. Allez, on va passer la question parce que comme vous l'avez compris, j'ai affaire à 2 spécialistes du foot féminin africain. De toute façon, l'émission aujourd'hui concernait le bilan du sport masculin en 2018. Abdellah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Abdelmalik, merci beaucoup. Une bonne année à tous. Bonne année à tous. Bonne année. On se revoit très très vite. À très bientôt.